Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes à 7 jours pile poil du scrutin du 29 novembre. Il reste encore 5 jours pour les partis politiques et regroupements d'indépendants pour mobiliser les électeurs autour de leur programme. Et les émissions parrainées par le Conseil supérieur de la communication CSC sont un cadre idéal pour cela. Ce soir, au cœur des législatives, cette émission donc reçoit 7 partis politiques et regroupements d'indépendants que nous présente Ouseni Ilboudo de l'Observateur Palga. Bonsoir Ouseni. Bonsoir Godefroy. Effectivement, ce soir, au cœur des législatives, reçoit le Rassemblement des forces indépendantes, Parti des jeunes du Burkina, en abrégé RFI-PJB, représenté par M. Séverin Tapsoba. M. Tapsoba, bonsoir. Deuxième parti, la Convergence pour l'émergence et le développement CED, représenté par M. Amidou Saouadou. M. Saouadou, bonsoir. Alors le troisième parti, c'est le PUND, donc du Boukari Kaboré dit le Lion, le Parti pour l'unité nationale et le développement. M. Kaboré, bonsoir. Bonsoir. Quatrième invité pour cette émission, la Coalition pour la République, Parti progressiste, la COR, donc qui est représentée par M. Abdoul Salam Kaboré, pardon. M. Kaboré, bonsoir. Bonsoir. Ensuite, nous avons le COPAC, le Conseil du peuple pour l'action, représenté ce soir par M. Évariste Aimé Bouda. M. Bouda, bonsoir. Bonsoir. Nous avons enfin 2 partis aux abonnés absents. C'est d'abord le Parti centriste pour le développement et le progrès, PCDP, et enfin un regroupement d'indépendants, Soleil d'Afrique. Donc l'émission de ce soir donc, va se dérouler avec les 5 présents sur les 7 qui étaient attendus. Alors donc, nous avons maintenant une idée de nos invités pour ce soir. Et nous allons entamer la première thématique de cette émission qui est, je précise, le rôle du député. Vous qui êtes candidat et qui voulez siéger à l'Assemblée nationale pendant ces 5 ans, comment vous appréhendez votre rôle de député, d'élu? Voilà, celui qui a en tout cas une réponse à donner peut prendre la parole sans attendre qu'on lui dise de prendre la parole. Oui, Boukari Kaboré, le Lion. Alors, comme c'est pour ça que nous sommes là, le rôle du député, c'est pour voter les lois. Le rôle du député, c'est pour justement surveiller le gouvernement. Alors, pour le vote des lois, il faudra d'abord que nous puissions savoir, parce que nous avons tellement, le PUND a beaucoup de choses à dire sur cette assemblée, parce que tout part de là. Tant que la gouvernance ne sera pas surveillée, très bien surveillée par l'Assemblée, alors on aura toujours des dérapages. Et ça a toujours manqué d'ailleurs. Donc, il faut savoir ce que c'est que la loi. Il faut reconnaître que la loi, tous les Burkinabés sont égaux devant la loi et l'appliquer correctement. Donc, le PUND va insister pour qu'au moins on applique les textes, parce que les textes sont là. Les textes sont bons, mais il leur manque l'application. Mais est-ce qu'un député a une force coercitive pour forcer le gouvernement à appliquer la loi? Pardon? Est-ce qu'un député qui est à l'Assemblée, qui siège, est-ce qu'il peut forcer le gouvernement à appliquer une loi que l'Assemblée a votée? Mais bien sûr, dans la mesure où il y a... C'est clair, hein, dans la Constitution. La surveillance du gouvernement, c'est l'Assemblée. C'est eux. Et si, par exemple, le gouvernement décide de faire sortir une loi, si l'Assemblée n'est pas d'accord, la loi ne passe pas. Nous avons vu ça. Et quand, par exemple, la loi est tordue et l'Assemblée est complice, finalement, on peut aboutir vraiment au 30 octobre. Donc, autrement dit, vous allez peut-être mettre l'accent vraiment sur le contrôle de l'action gouvernementale, qui est l'une des 3 missions régaliennes de l'Assemblée. Exactement. Il faudra que l'Assemblée, là, que les députés, là, soient effectivement des responsables et des gens qui connaissent leur rôle qu'ils doivent jouer. Sinon, ce n'est pas possible. La loi, il faut qu'ils sachent exactement ce que c'est qu'une loi. La loi, ce n'est pas pour un individu. La loi, c'est pour harmoniser l'existence, notre coexistence, en tant que Burkinabé, en tant que citoyen justement du pays des hommes intègres. Donc, si jamais nous ne possédons pas ça, alors ça va être des problèmes. Oui, RFI, PJB, Séverin Tapsoba. Voilà, effectivement, nous savons tous que les rôles qui sont dévolus aux députés, mais nous présentons des candidats, surtout des candidats jeunes, d'où notre programme, le
PAMIAM du RFI-PJB. Et comme vous venez de le dire, nous allons essayer de réformer en quelque sorte l'Assemblée pour lui donner encore plus de pouvoir sur les décisions à prendre concernant le contrôle de l'action gouvernementale, les lois sur la finance et j'en passe. Donc pour nous, vu les événements qui se sont passés, qui ont amené la chute du pouvoir de M. Compaoré, nous savons tous que c'est dû à des problèmes sociaux d'ordre, bon, je dirais, d'ordre global. Donc, ce n'est pas seulement l'Assemblée, il faut réformer, mais presque tous les secteurs du système. Et monsieur, comment est-ce que vous appréhendez le rôle du député, en tout cas justement, si vous accédez à l'hémicycle de l'Assemblée nationale? Chez nous, contrairement à d'autres qui dorment à l'Assemblée nationale pour se réveiller devant les caisses, nous estimons que le rôle principal d'un député est d'être un gendarme du gouvernement et de vivre avec la masse laborieuse et d'être de façon permanente avec le peuple pour savoir leurs aspirations réelles, pour pouvoir légiférer, proposer des lois qui sont conformes aux réalités du peuple. C'est dans ce sens que nous, on a égrené quelques lois que si nous sommes députés, nous allons par exemple demander l'augmentation du SMIC. On va revenir plus tard sur les réformes législatives. Il faut que quand même... On va revenir plus tard sur les réformes législatives. Donc c'est le deuxième point. Déjà, si on peut être situé en tout cas sur le rôle, vous aurez tout le loisir en fait de proposer en tout cas. Donc le rôle du député, c'est d'être des gendarmes du gouvernement et de vivre avec la masse laborieuse pour pouvoir connaître leurs aspirations réelles. Alors, vous êtes Évariste Aimé Bouda, vous êtes du Conseil du peuple pour l'action, le COPAC, et vous dites le député, c'est quelqu'un qui vit avec le peuple, qui connaît ses aspirations, ses attentes, ses préoccupations, c'est ça. Et nous allons maintenant voir du côté de la convergence pour l'émergence et le développement. Hamidou Savadgo, comment vous percevez le rôle du député qui siège à l'Assemblée nationale pour 5 ans? Est-ce que c'est simplement celui qui vient voter des lois et qui retourne chez lui tranquillement? Et qui passe à la caisse, pour reprendre l'expression de votre... Le député, c'est quelqu'un qui doit savoir d'abord d'où il vient. D'où il vient et d'où il part. Voilà. Quand on sait d'où on vient, déjà on sait que bon, on est venu là au nom du peuple, au nom de la population dont on veut représenter. Donc à ce niveau-là, le député doit prendre en compte les aspirations de ceux qu'il représente. Donc les lois sont quand même ce qu'il faut voter. Parce que sans les lois, rien ne peut marcher. Voilà, donc la loi est d'abord fondamentale. Voilà. Et des bonnes lois d'abord. Pas des lois qui arrangent une partie. Donc il faut surtout voter de bonnes lois pour la population. Voilà. Et la coalition pour la République Parti progressiste, Abdoul Salam Kaboré. Merci. Permettez-moi avant tout propos de saluer au nom de la coalition pour la République la mémoire de nos martyrs qui nous ont permis aujourd'hui d'entamer un processus des plus ouverts. Sinon, personne ne serait sur cette table. Pour revenir à votre question, il allait dire simplement qu'au terme de notre loi fondamentale, le rôle du député est décrit là-bas. C'est-à-dire, primo, c'est voter les lois. Et quand on parle de la définition de la loi, nous estimons que tout est dit dedans. C'est l'expression populaire de la volonté. Ceci étant, il faut que lorsque le député va voter les lois, il faut que ça tienne compte des aspirations même du peuple, pour ne pas qu'on revive les mêmes événements qu'on a vécus les 30 et 31 octobre. Je pense que c'est dans l'intérêt du peuple qui doit voter ces lois. Puisqu'ils ont été élus par le peuple et ils doivent exercer leur rôle à travers les projets de société qu'ils ont tracés, qui prennent en compte les aspirations du peuple. Deuxième élément, c'est consentir l'impôt. Vous prenez la définition du budget, vous verrez que non,
il est inscrit à quelque part que non, c'est l'autorisation donnée par l'Assemblée nationale de collecter les recettes, ça veut dire que les impôts sont logés là-bas, et exécuter en même temps les dépenses. Et dans le même temps, on fait la recherche des financements pour assurer les missions régaliennes. La loi des finances. Naturellement. Troisième élément, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Dans ce point, il faut qu'on renforce le rôle, la mission du député. Parce qu'à quelque part, bon, quand on a une assemblée qui est monocolore, ça risque de ne pas donner l'éclat qu'on attend. Si les forces sont équilibrées, je pense que non, ce contrôle-là sera très perceptible par les populations et l'impact va se ressentir au niveau local. Et si malgré tout les forces sont déséquilibrées, c'est une possibilité. Alors comment est-ce que vraiment le contrôle de l'action gouvernementale va s'exercer en fait dans ce cas? Je pense que ce sera une question maintenant de sensibilisation pour ramener les députés de la majorité pour comprendre que non, si aujourd'hui ils siègent à l'Assemblée, c'est parce que il y a eu des départs. Et en principe, vous devez prendre la volonté, en compte l'expression de la volonté populaire. Si vous ne le faites pas, je pense que non, on subira le même sort. Monsieur Kaboré, il y a dans l'ancienne Assemblée, il y a souvent eu des commissions d'enquête parlementaire, il y a eu des questions orales au gouvernement, etc., etc. Vous pensez que vraiment, en tout cas, cette troisième fonction du député n'a pas été suffisamment accomplie sous l'ancien régime? Ce n'est pas question de suffisance, ça n'a jamais même... Moi, je pense que c'était peut-être pour aller prendre des pots. Vous savez, bon, ce contrôle-là, j'ai dit, je répète, la loi est un rapport de justice. C'est pour harmoniser notre coexistence. Et il faudra justement que tout le monde là soit égaux devant la loi. Si par hasard, et le président, il prend carrément un DG pour contrôler un ministre, c'est sûr que le contrôle ne sera pas bon. Voilà exactement pourquoi je dis qu'il y a eu échec sur toute la ligne. Ce n'est même pas la peine. On faisait ça pour... Après, on cause. Et puis, les résultats qui sortent là, il n'y a jamais eu d'application. Monsieur Tapsoba, vous êtes de cet avis? Pardon? Oh, pas tout à fait. Parce que ce que je dis, nous avons un programme et dans notre programme, c'est bien défini. Pour nous, primo, c'est les réformes au niveau même de l'Assemblée. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec lui que le contrôle de l'action gouvernementale sous, en tout cas, les assemblées passées, ça n'a pas été très efficace, ça n'a même pas eu lieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec... Pour moi, été très efficace, je ne vois même pas d'efficacité dans ça. Ça n'a même pas existé, pas du tout. Et M. Bouddha? C'est la même vision. En tout cas, les assemblées passées étaient des assemblées purement et simplement caduques. Du moment où il n'y avait pas une bonne volonté de mener des enquêtes convenables pour le contrôle des actions gouvernementales. C'est dans ce sens que, bon, ne serait-ce que pour les délits d'apparence, il suffisait que les députés votaient une loi par rapport à un contrôle des fonctionnaires de l'État, c'est-à-dire que si vous circulez avec une Land Cruiser de 48 millions, on vous demande tout simplement, vous êtes fonctionnaire, vous touchez combien, vous avez combien d'ans de service, et par rapport à tout ça, si vous n'avez pas été un héritier ou bien vous n'avez pas eu au PMUB, c'est simple, vous devez rendre des comptes devant le peuple de cet excès de Mais puisque la loi n'existait pas, alors sur quelle base légale est-ce que les députés pouvaient exercer en fait un tel contrôle? Justement, le député étant lui-même dans cette même situation, ne pouvait pas, dans ce sens, voter une loi ou bien signer la branche sur laquelle ils étaient assis. Donc, c'est maintenant que la loi elle est votée, il faudra que réellement nous l'appliquons à la lettre. Oui,
Et la problématique aussi de l'Assemblée mécanique, où il y a une majorité écrasante et puis une opposition très faible. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un problème qui se posait dans les assemblées passées et qu'il faudrait résoudre pour que le député sache vraiment qu'il n'est pas là pour voter mécaniquement des lois, il est là pour l'intérêt de son peuple, l'intérêt général. C'est pas ça, Monsieur Amidou Savadro? Les votes mécaniques qui tiennent compte de la majorité et de la minorité étaient le problème. Parce que ceux qui sont au pouvoir, ils font en sorte que ceux qui sont en minorité n'aient pas de voix. Parce que bon, quand ils veulent engager une procédure, ils sont minoritaires et puis bon, on fait tout pour les freiner, quoi. Sinon, les textes sont beaux, les textes sont clairs. À l'Assemblée, on sait comment est-ce que l'action gouvernementale doit se mener. Toutes les structures sont mises en place, mais on fait tout possible pour freiner l'action. Donc ça fait qu'on n'arrive pas, ceux qui sont en minorité n'arrivent pas à porter leur voix au-dessus des autres. Mais est-ce que ce n'est pas le principe justement de la démocratie? Est-ce que ce n'est pas aussi, comme on dit souvent, la dictature, la majorité, sous tous les cieux, que ce soit au Burkina Faso de Blaise Compaoré ou bien dans les démocraties plus ancrées? Est-ce que finalement, en fait, ce n'est pas ça? Ce n'est pas la raison, à la limite en tout cas, du plus fort? Oui, la démocratie, c'est aussi l'introspection. On peut se combattre aussi en démocratie. C'est pas forcément... on peut être majoritaire, mais à l'intérieur de cette majorité-là, il doit y avoir des gens qui quand même doivent, de temps en temps, s'opposer, se rallier aussi à la minorité. Il ne faut pas chaque fois aller en groupe, parce que comme ça, là, vous tuez votre démocratie. Ça, on a vu, par exemple, l'exemple du Parti socialiste en France qui ne vote pas forcément toutes les lois que François Hollande propose. Voilà, exactement. Il faut qu'on apprenne au Burkina Faso, en Afrique, à faire de même comme en Europe, aux États-Unis, où dans la majorité même, il y a des opposants, des oppositions. Voilà. Alors, M. Abdou Salam Kaboré, oui. La CORP, vous, le contrôle de l'action gouvernementale, vous croyez que c'est quelque chose d'essentiel et qu'il faudrait travailler à l'améliorer pour que vraiment la législature qui arrive soit efficace? C'est tout à fait naturel parce que si vous prenez notre loi fondamentale, Amoré notre Tenkouri, il est inscrit là-bas quelque part que non, le troisième pilier du rôle du député, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que ce soit dans une assemblée où la majorité est acquise à un parti, que ces députés-là sachent qu'ils sont là pour le peuple et non pour satisfaire l'ego de ce parti. Et je pense que c'est un travail de fond que les députés doivent faire entre eux-mêmes, puisqu'ils sont les représentants du peuple, c'est l'œil du peuple. Quand on définit l'État comme étant une société à participation collective, donc je pense qu'à cette étape-là, il n'y a pas de tergiversation. Nous sommes élus pour servir le peuple. Nous ne sommes pas élus pour un parti. C'est vrai que non, la majorité arrive pour pouvoir exécuter leur feuille de route dans laquelle est inscrit leur programme de société. Et dans le même temps, il faut concilier les revendications sociales, l'aspiration profonde du peuple. C'est la problématique dans une assemblée. Lorsque vous avez la majorité, c'est un problème. Vous voulez mettre en œuvre le projet de société de votre candidat, de votre président, et dans le même temps, le peuple réclame. Donc, il faudra trouver le juste milieu pour pouvoir concilier les deux, de sorte que non, la population sorte vainqueur. Donc, c'est notre vision de l'action gouvernementale comme ça. Je ne sais pas si on peut ajouter quelque chose. Allez-y. Je dis, l'importance, c'est qui est député. Parce que si tu es là, mais tu ne connais pas ton rôle. Tout ce qu'on dit là, c'est des histoires. C'est pour ça, justement... Les gens ont passé leur temps à dormir à l'Assemblée. Les assemblées qu'on a vues là, toutes les assemblées qu'on a pu voir, bon, il y a peut-être une dizaine de personnes, une quinzaine au maximum, qui font les débats. Vous suivez, tout le reste dort. Pourquoi? Parce qu'il y a des incompétents qui sont là. Donc il faut savoir qui on met à l'Assemblée pour voter les lois. Il faut savoir ce que c'est d'abord.
C'est ça. Le tout n'est pas là. Et puis, il faut une certaine expérience. Je vous en prie. Une expérience parlementaire, vous voulez dire? Hein? Une expérience parlementaire? Non, Oui, pas une parlementaire, expérience dans la même vie. dans le savoir. Il faut quand même pouvoir avoir un certain bagage intellectuel pour pouvoir débattre des lois. On ne peut pas venir s'asseoir comme ça, on ne connaît rien, et maintenant on veut être député. Ça, on est venu pour être salarié, on n'est pas venu pour aider le peuple. Je crois que c'est ça le problème. Ok, merci. Alors, je disais qu'on allait vraiment rentrer dans le vif du sujet parce que tout ça, c'est bien beau. Mais il serait bon de savoir concrètement, puisque nous sommes au cœur des législatives, donc en campagne électorale, qu'est-ce que vous et vos partis allez proposer concrètement comme réforme? Comme réforme, en fait, pour changer le tableau sombre que vous êtes en train de peindre. Voilà, les réformes législatives, juridiques, institutionnelles et autres. Voilà, qu'est-ce que vous apportez en réalité vraiment Ouais, je sais pas si puisque vous avez la parole, allez-y, oui. Là, j'ai dit, les textes sont bons. Il y a des textes qui ne sont pas bons, qui se sont infiltrés là-bas. Ces textes-là, il faut les enlever. Lesquels, par exemple? Et, bon, les textes de complaisance là, qui étaient là justement pour Blaise, j'ai donné la définition d'une loi. C'est pour l'harmonisation de notre coexistence. Quand le président il se lève, il dit, bon, moi j'ai pris telle disposition là pour vous servir, le citoyen qui ne sera pas d'accord avec ça, je vais le mettre en prison. Ça, c'est sa loi, lui. C'est pas, normalement, l'Assemblée ne doit pas voter ça. Des débats tout de suite là, on s'est rendu compte que la majorité passait tout son temps à mettre des lois comme ça. Il y a tellement d'incohérences dans notre Constitution et surtout dans le code électoral que vraiment, on se demande même si ce sont des intellectuels qui ont écrit ça. Je donne l'exemple même de l'article, je crois, 135, pour justement être candidat, pour pouvoir prétendre à la magistrature suprême. Premièrement, on avait dit qu'il fallait être burkinabé de naissance et de père, de naissance, hein, et de père et de mère, eux-mêmes burkinabés. J'ai débattu avec les gens pour dire, mais est-ce que les gens qui ont écrit ça, ils sont intelligents? Mais ça veut dire que moi, mon enfant est né au Cameroun, là, il ne pourra jamais prétendre être président de ce pays-là un jour. Et nos compatriotes là, qui sont en Côte d'Ivoire, les enfants qui sont nés là-bas, tous ceux qui sont revenus, ils ne peuvent pas prétendre. Bon, on a enlevé justement de père et de mère eux-mêmes burkinabés. Et on laisse burkinabé de naissance. Non, je regrette, burkinabé de nationalité. Mais tout ça, là, il faudra le former. Entendu. Donc c'est ça. Les textes là, on enlève la pourriture et on laisse les bons textes. Là maintenant, il est question que tout le monde soit d'accord pour que ce soit appliqué. On peut également proposer de nouveaux textes. Voilà, de nouvelles lois pour que ça améliore les textes la qui sont là, situation. sont bons. Sont Si déjà on enlève bons. la pourriture, là, ce qui est là, c'est bon. Tous les Burkinabés sont égaux devant la loi là. Ça c'est clair. On ne discute pas. Maintenant, quand vous venez mettre l'immunité et tout, c'est pour protéger des gens inutilement. Monsieur Bouddha, vous vouliez déjà embrayer voilà, sur les réformes-là. Alors maintenant, qu'est-ce que vous pouvez concrètement proposer en fait, aux électeurs pour changer véritablement en fait, les choses? Concrètement, bon, nous, à l'Assemblée nationale, nous avons pensé à un chapelet de lois que nous allons proposer. Premièrement, nous allons demander à ce qu'on augmente le SMIC au Burkina Faso, c'est-à-dire le salaire minimum interprofessionnel garanti, à hauteur de 60 000 francs CFA. Parce que nous, en vivant avec la masse laborieuse, nous voyons qu'actuellement, à 48 000 francs, le Burkinabé ne s'en sort pas. Ça, c'est un. De deux, nous proposerons une loi pour l'augmentation effective des salaires des agents du secteur privé et public et surtout la correction des disparités dans le traitement salarial. Parce que vous allez aller dans un service, vous allez voir que le directeur est à hauteur de 900 000 francs CFA, pendant que le simple planton est à 48 000 francs, alors que les deux se complètent. Et il y a une troisième loi que nous voulons proposer, c'est la réduction pure et simple à moitié du kilowattheure de l'électricité. Et aussi la suppression pure et simple de la taxe de pénalité de retard. Parce que ce sont des taxes qui, si on prend le contrat que vous avez avec la Sonabel ou l'ONEA, ne doit pas exister. Donc, et vous savez que l'électricité est un vecteur de démarrage d'économie. Alors qu'au Burkina et en Afrique, nous avons le plus haut kilowattheure.
De 3, nous allons effectivement... De 4 donc. Et 4, lutter pour qu'on ait une loi, pour que l'école soit obligatoire. Je dis bien obligatoire, parce que les gens disent l'école gratuitement. Non, elle peut être gratuite, mais il faut qu'elle soit obligatoire pour tous les enfants de 5 à 18 ans. Parce que si vous dites que l'école elle est gratuite, mais si elle n'est pas obligatoire, bon, ça veut dire que vous prêchez dans le désert. Il faut que les parents qui ne mettent pas leurs enfants à l'école soient sanctionnés, soient estés en justice. Mais encore faut-il que les infrastructures scolaires soient là, soient disponibles pour que ces enfants-là puissent aller à l'école. Les infrastructures s'accompagnent avec ces lois. Ça veut dire que, primo, bon, les écoles seront partout au Burkina Faso et, secondo, l'école obligatoire et gratuite. Mais sur le plan sanitaire aussi, nous exigeons à ce que la santé elle soit gratuite pour tous les enfants de 0 à 5 ans. Parce qu'un enfant de 0 à 5 ans a beaucoup de maladies qui peut attraper en cours de sa croissance. Et deux fois, les parents ont des difficultés. Pour des simples soins de 1000 francs, l'enfant décède. Alors que pour un pays responsable, ceci ne doit pas arriver. Donc encore, nous voulons également voter des lois sur réglementer les sociétés pourvoyeurs et des sociétés prestateurs et pourvoyeurs de travailleurs. Parce qu'il faut éviter aussi l'exploitation de l'homme par l'homme. Et nous, à l'Assemblée nationale, nous allons réglementer ces sociétés pour que plus jamais au Burkina Faso, un Burkinabé soit exploité par un autre Burkinabé. Et à travers son budget, à travers ses ressources qui lui appartiennent aussi. Ok. Nous allons voir maintenant M. Séverin Tapsoba du Rassemblement des forces indépendantes, Parti des jeunes du Burkina, le RFI-PJB. Alors, qu'est-ce que vous allez proposer comme réforme, par exemple, constitutionnelle ou juridique, en tout cas une réforme qui va pouvoir donner la véritable démocratie au Burkina? Voilà, tantôt je parlais de réforme même au sein de l'Assemblée nationale. Notre première action sera de revenir sur le quota. Puis actuellement, à l'Assemblée, on parle de quota femmes-hommes. On a marginalisé la jeunesse. Et nous allons nous battre à ce que la jeunesse soit représentée par un homme quand même acceptable. Ensuite, les propositions de loi. On va permettre aux municipalités de faire des propositions de loi et les commissions seront chargées de les étudier avant de les voter en plénière. Et même les votes seront à main levée et nous allons insister à ce qu'à chaque fois la presse soit présente pour que la population puisse être témoin de ceux qui dorment, de ceux qui sont contre des lois qui ne les arrangent pas et autres. Bien sûr, il y a d'autres points que nous allons aborder, mais comme je l'ai dit, on a un programme. Nous sommes sur le terrain actuellement et nous en discutons avec nos militants et sympathisants. Monsieur Kabouré Abdoul Salam, alors si vous êtes demain à l'Assemblée nationale, vous allez arriver à l'hémicycle avec sous l'aisselle quel genre de dossier? Par rapport aux réformes. Oui, bien sûr. Je dirais simplement que il faut d'abord qu'on réaffirme les valeurs démocratiques. Comme dirait quelqu'un, dans la démocratie, il y a une vertu. Et cette vertu, c'est quoi? C'est l'amour des lois, l'amour de la patrie. Et partant de là, nous pensons que personne n'est au-dessus de la loi, même les gouvernants. Donc, cela passera nécessairement par revisiter le secteur judiciaire. C'est vrai, on peut apprécier le travail colossal que le CNT a fait récemment à travers la modification de la Constitution le 5 novembre 2015 qui a prévu, ou du moins qui a verrouillé l'article 37 qui nous a envoyé dans la situation où nous sommes. Et dans le même temps, supprimer le Sénat. C'est salutaire. Mais au niveau du secteur judiciaire, il y a beaucoup à faire.
Je crois récemment, la grève des greffiers a déteint carrément l'effort même que la transition a fourni. Alors que dans un État démocratique, le premier pilier, c'est la justice. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce domaine-là, sur le plan législatif? Justement, j'en venais. C'était pour dire simplement, avec la modification de la Constitution, le 5 novembre passé, je crois que vous avez vu un premier élément qui est pertinent, qui est le fait que la présidente du Conseil supérieur de la magistrature a été déconnectée de la présidente du FASO. Et cela échoue au premier président de la Cour de cassation, ce qui est salvateur. Deuxième élément, il ne faut pas qu'on crie victoire, parce que dans la pratique, est-ce que cela va se ressentir réellement sur le terrain? Est-ce qu'il y aura toujours la même mise du président sur le président du Conseil supérieur de la magistrature? On attend de voir. Également, il faut revisiter les conditions de vie de ces acteurs-là. C'est lamentable. J'indexe le corps des greffiers parce que c'est le seul corps de mémoire d'homme depuis les indépendances jusqu'à maintenant qui a observé une grève d'1 mois. Je pense que non, ça devait être un signal fort pour la transition de trancher ce problème-là une bonne fois pour toutes. Et je crois qu'actuellement, ils sont en mouvement d'humeur depuis une dizaine de jours. Les juridictions sont fermées. Et dans le même temps, la garde de sécurité pénitentiaire également, dans la danse. Personne ne peut accéder à la maison d'arrêt pour rendre visite à ses parents, un truc comme ça, détenus, présumés innocents. Donc nous pensons que non, il faut revoir toutes ces conditions parce que c'est une chaîne. Si un des maillons n'est pas là, ça se grippe. Combien d'audiences on n'a pas pu tenir? Ils n'ont pas pu tenir. Donc nous pensons que non, la visibilité même de l'esprit démocratique passe par le secteur judiciaire. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, vous verrez que dans cette démocratie, il faut qu'on réaffirme également les valeurs fondamentales, telles que les libertés de tout genre. Elles ne sont pas suffisamment respectées à votre avis? Naturellement. Qu'est-ce que vous comptez faire donc pour y parvenir concrètement? C'est renforcer le secteur judiciaire pour que les crimes impunis puissent trouver des solutions. Les libertés individuelles et collectives étaient bafouées sous le régime passé. Donc il faut qu'on se le dise. Donc il est temps aujourd'hui que la nouvelle génération puisse se l'approprier. On va revenir à vous, pour terminer. Monsieur Kaboré. Oui, on va revenir terminer, parce qu'on va faire un tour de table. Vous allez revenir pour préciser encore d'autres idées, d'autres réformes que vous voudrez mettre en place. Et on va revenir à vous. On va maintenant avoir M. Hamidou Savargo, qui est de la Convergence pour l'émergence et le développement, la CED. Alors, quelles sont les réformes constitutionnelles, juridiques, comme l'a dit M. Kaboré tout à l'heure? Sur quoi vous allez mettre en place? Nous allons d'abord commencer par la réforme sanitaire. Parce que nous sommes un pays où les structures sanitaires sont lamentables, vétustes. Il arrive même dans des zones où il n'y a même pas de personnel médical. Il va falloir travailler à multiplier les structures de santé, les plateaux techniques et trouver des agents compétents. Et aussi, nous allons prendre en charge les personnes âgées, les vieilles qui n'ont pas les moyens. Je crois qu'il faut trouver un créneau pour les prendre en charge. Voilà. Donc, à ce niveau-là, je crois que l'État doit jouer son rôle. Jouer le rôle, mettre les moyens pour pouvoir rehausser, pour pouvoir fortifier le domaine sanitaire. Et je passe à l'éducation. À l'éducation également, nous constatons dans notre pays beaucoup d'écoles sous paillotes. Ça, c'est inadmissible à ce 21e siècle. Dans un pays où on trouve encore des écoles sous paillotes.
Donc, il faut arriver à construire, à remplacer ces écoles-là par des bâtiments. Vous allez voter une loi pour exiger la construction? Parce que ce n'est pas le rôle du député, en fait, de construire des écoles. Non, nous ne ou des construisons ponts. pas, mais nous votons une loi. Oui. On peut interdire même. Pourquoi pas? Les écoles sur paillotes. On peut l'interdire. Quitte au gouvernement maintenant de trouver des moyens pour faire construire les écoles. Okay. Les moyens, on peut trouver les moyens. Oui, parce que ce qu'a dit aussi Nid Boudou tout à l'heure, il y a beaucoup de députés qui sont élus, et puis les populations de leur circonscription électorale attendent de ce député-là qui vient résoudre les problèmes. Alors, ça veut dire que sur le terrain, en battant campagne, ils ont certainement dit, ah, si moi je suis élu, je vais vous faire ça et ça. Voilà, il faut souvent aussi clarifier ce rôle-là du député. Le député ne construit pas les écoles. Le député est à l'Assemblée nationale, il vote des lois et il facilite l'acquisition de ces structures-là, sanitaires, les écoles, tout ça là. Voilà, donc le député, son rôle c'est ça, c'est pas de construire les écoles. Donc il faut faire comprendre à la population, il faut être honnête avec eux, en battant campagne, que moi je ne construis pas des écoles, mais je peux vous aider à avoir les écoles. Voilà, le député c'est là où passer, qui voir, où intervenir. Voilà, pour que ces localités-là aient des écoles. Et encore, bon, parlant de justice, voilà, là, c'est le problème de notre pays. L'injustice. L'injustice caractérisée. Vous vous baladez dans la ville, vous voyez que l'injustice est mise à nu. Donc, vous allez vous trouver face à une situation où la loi est foulée du pied, quoi. Voilà, donc, à ce niveau-là aussi, ça ne va pas. Il faut qu'on mène les réformes là pour faire en sorte que l'injustice soit éradiquée. Que de plus en plus, la justice fait place. Parce que qu'est-ce qui fait qu'il y a de la désobéissance civile dans la ville? On se plaint. C'est parce qu'il y a l'injustice. Les gens en ont marre. Les gens sont fatigués. Donc, ça fait que rien ne va à ce niveau-là. Donc, à ce niveau-là, il faut qu'on fasse tout pour qu'il y ait la justice pour tous. Qu'il n'y ait pas Burkinabé privilégiés pendant que d'autres ne sont pas privilégiés. On doit être tous à la même enseigne. Revenons à vous, M. Bouda, c'est une véritable batterie de propositions de loi que vous avez en tout cas énumérées tout à l'heure. Augmentation du SMIC, augmentation des salaires et correction des disparités, réduction de moitié du prix du kilowattheure, suppression de la taxe de retard, école obligatoire de 5 à 18 ans, santé gratuite, pour les 0 à 5 ans, etc. Alors tout ça, bien sûr, en fait, justement, c'est de l'argent. Alors sur le plan législatif, comment est-ce que vous comptez trouver, en fait, justement, les financements, voilà, pour régler tous ces problèmes, en fait, que vous avez énumérés? Je vous remercie, mais je vous dis aujourd'hui que le Burkina Faso a des ressources nécessaires pour ne serait-ce qu'éradiquer un tant soit peu sa situation de pauvreté. C'est tout simplement parce qu'il y a des gens, il y a des autorités, il y a une mauvaise volonté et il y a beaucoup de détournements. Au Burkina Faso, on ne peut pas comprendre qu'un pays qui se dit pauvre, il y a plus de véhicules luxueux, il y a plus de villas et des châteaux, comment dirais-je, à plus de centaines de millions. Les gens doivent vivre dans des taudis, selon vous? Non, en tant que fonctionnaire. Il faut que les fonctionnaires sachent que leur fonction leur métier là, être fonctionnaire, ce n'est qu'un privilège. Ce n'est qu'un privilège tout simplement parce que, étant donné que la fonction de fonctionnaire n'a pas été... Il n'y a pas une égalité parfaite entre tous les Burkinabés. Parce que c'est pas tout... Par exemple, si vous êtes fonctionnaire, vous avez un promotionnaire dans un village à 300 km qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Vous avez eu la chance d'aller à l'école et maintenant, vous avez accédé au champ populaire où lui aussi est propriétaire. Donc, il faudra que vous ayez cette conscience pour savoir que vous devez travailler honnêtement pour que les ressources du pays puissent revenir à tout le monde. Sinon, nous avons des mines. Comment on peut comprendre qu'un pays comme le Burkina Faso, par rapport à ses ressources minières, tire sur 100 francs que l'exploitant enlève, il donne 30% au pays. C'est inadmissible. Je peux comprendre qu'on lui retourne les 30% et que le pays garde
les 70%. Là, vous n'encouragez pas les investisseurs miniers à venir. Non, ce n'est pas question parce qu'ils d'investissement. dépensent des milliards et des milliards pour construire les mines. Non, et c'est après, comme à la loterie. Vous avez joué plusieurs fois au PMUB. À des milliers, vous n'avez pas gagné. Tant mieux. Si vous investissez, ben, investissez à long terme. Vous ne pouvez pas investir pour récupérer vos sous en une année. Ce n'est pas possible. Donc vous comptez donc relire le code minier. Voilà le code minier et la fonction. Par exemple, un fonctionnaire qu'on attrape de détournement, mais il n'y a pas de... Si tu as détourné 100 millions, mais tu as peut-être 100 ans de prison à faire, comme Madoff aux États-Unis, il a été condamné à 180 ans de prison. Ça veut dire qu'il ne faut pas que le pays fasse, comment dirais-je, de la légèreté dans les détournements des biens publics. Si vous êtes un privé et puis vous avez vos milliards, nous sommes d'accord. Mais si vous cultivez dans le champ collectif, il faudra que vous sachiez qu'il ne faut pas piétiner les, comment on appelle ça, les gerbes. C'est-à-dire le grenier est populaire aussi bien pour le paysan. Et dans ce sens aussi, je vais revenir parce qu'on n'a pas parlé d'autosuffisance alimentaire. Il faut qu'on arrive à octroyer le minimum. Actuellement, on voit toujours nos cultivateurs avec des oumangas et des dabas. C'est inadmissible. Il faut que l'État paie. Vous proposez par exemple la RAF, la réforme agraire et foncière, qu'on relise. Qu'on relise pour que nos pauvres paysans se regroupent, même si c'est en collectif de 100, et qu'on les offre un tracteur pour qu'en saison pluvieuse, ben, ils contribuent à payer peut-être le gasoil et le chauffeur pour qu'on cultive leur terrain. Il ne faut plus que nous pensions que c'est le seul fonctionnaire à droit au budget de l'État. Même le paysan a ce droit. Tout Burkinabé a le droit d'être rémunéré dans le budget collectif. Alors, M. Kaboré et Boukari, le Lion, vous avez dit que les lois qui sont là sont bonnes, il suffit d'expurger celles qui ne sont pas bonnes. Les textes sont bons. Il y a le toilettage justement de nos textes parce qu'il y a des lois qui se sont infiltrées. Quand par exemple on est en train de parler justement du contrôle du gouvernement, les textes sont là, mais ce n'est pas appliqué. C'est là. Bon, voilà qu'il est en voilà, vous avez soulevé le problème de la réforme agraire. Nous y sommes. Moi, je suis sur le terrain. Je vis ça crûment. Je ne suis pas en ville. Hein. La loi là, sur justement le foncier rural, là, ça crée des ennuis. Et même des oppositions justement tribales dans les villages. C'est très mal écrit. Donc nous, on a dit, il faut faire la relecture de cette loi-là et essayer d'aller sur le terrain pour voir concrètement. Il y avait même les étudiants qui étaient passés. Bon, moi, j'ai échangé avec eux. Je ne sais pas pourquoi l'Assemblée a persisté là pour prendre la loi là. Mais c'est très dangereux. Donc, il faut toiletter les lois qui sont là. Sinon, tout ce qu'on est en train de dire là, c'est la même chose. Mais il faut toiletter et puis il faut être vraiment réaliste. Je pense qu'il faut être réaliste. Parce que la question de l'école, il est question de devoir voter des lois pour permettre à l'école vraiment de se parfaire. Donc il y a les infrastructures, mais il y a aussi le personnel, surtout en nombre suffisant et en qualité. Il faut que les lois là, nous amènent vraiment à être pratiques sur le terrain. C'est ça que je suis en train de dire. Donc ça mérite que ceux-là qui vont réfléchir soient vraiment des gens suffisamment assis. Imprégnés des réalités du terrain. Imprégnés des réalités. Oui, mais monsieur Kaboré, nous allons... Je voulais ajouter un petit quelque chose là, et parce que nous y tenons. Hein. Il y a un code de conduite là justement pour les hauts responsables. Nous tenons à ça. Un code de conduite qu'il faudra coucher pour les hauts responsables. Parce que, la complaisance ne rime jamais avec la haute responsabilité. Et si ça arrive, la sanction doit suivre. Et tant que c'est écrit, il faut qu'on applique. Un point, un trait. Merci pour la précision. Nous allons rester avec vous pour aborder justement le problème de la loi des finances. Parmi, bien sûr, les missions essentielles du député, nous en avons parlé en début d'émission. Il y a le vote de la loi. Et l'une des plus importantes, bien sûr, c'est la loi des finances. Lever l'impôt. Voilà, donc qui indique un peu le sens dans lequel le budget va aller. Exactement. Alors, si vous êtes à l'Assemblée et que vous avez la majorité, par exemple, en fait, pour décider, dans quel domaine est-ce que vous allez vraiment mettre l'accent au niveau, en fait, justement, de la loi des finances, au regard de sa configuration actuelle? Quelles seront vraiment, en tout cas, vos priorités et pour quelles raisons? OK. Il faudra que peut-être les députés sachent, c'est pour ça que je parle d'un problème de niveau. Un budget, c'est un équilibre entre justement les dépenses et puis justement les recettes. Si nous comptons justement sur
des dépenses élevées et des recettes vraiment minables, alors c'est déséquilibré. Il y a problème. C'est préférable d'avoir vraiment beaucoup de recettes et puis on dépense moins. Alors, nous allons insister sur l'équilibre, justement, la balance. Il faudra qu'on insiste beaucoup sur ça. Et surtout des réalités. Il ne faut pas que ceux qui ne s'y connaissent pas aillent justement s'exprimer, parce que ce n'est pas le moment de bavarder, c'est le moment de donner des termes précis et concis pour que le pays là puisse justement s'en tirer. Les crédits, l'endettement de ce pays-là, il faudra que... Bon, ça a été soulevé, hein, les hauts cadres prennent la corruption là comme, je ne sais pas moi, hein, un devoir, alors que c'est un délit. Vous mettez l'accent dans quel domaine? Au niveau de la loi de finances, par exemple, l'éducation, la santé, la sécurité, il y a tellement en fait de priorités. Tout en fait. L'éducation, la santé là, c'est clair. Mais je dis, il faut être précis. Bon, ça a été soulevé tout à l'heure, donc c'est pour ne pas me répéter quoi. Parce que le problème de la scolarisation de tous nos enfants, il faudra qu'on y pense. Mais maintenant, il faut avoir une approche correcte. Il y a suffisamment de financements qui peuvent nous permettre justement de scolariser tous nos enfants. Bon, évidemment, il faut être quand même assez souple et réaliste. Et le financement, justement, doit nous permettre de mettre les infrastructures en place et de former justement le cadre enseignant. Je dis bien en nombre suffisant et en qualité. Mais il manque le suivi, c'est ça le problème. Donc, en un mot, là, moi, je ne résume pas la rigueur. Est-ce qu'il faudrait prendre une loi pour, j'allais dire, décongestionner les villes, parce que les enseignants... On va prendre une loi pour décongestionner, parce que quand on parle de décentralisation, il faudra qu'on dise... Quand on parle de décentralisation, parce que les enseignants sont concentrés à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Même au niveau de la santé, c'est ça. Nous allons déconcentrer d'abord, avant de parler de décentralisation. Le problème de la santé, le problème de l'éducation, il est question de privé. Mais on ne peut pas permettre quand même que des écoles viennent ici pour éduquer nos enfants et que vraiment ce soit si élevé. 1 million et quelques là pour payer la scolarité d'un enfant. Au Burkina Faso ici, vraiment, nos responsables, ils doivent le fuir. Donc il y a une loi qu'il faudra voter pour réglementer tout ça. Okay. Voilà. Okay. Et justement, les fonctionnaires qui vont jouer à être là pour servir l'État, et ils vont laisser le service de l'État pour aller maintenant s'occuper de leur intérêt personnel. Il faudra qu'ils répondent. Monsieur Tapsoba, voilà, dans l'architecture du budget national, alors vos priorités, en fait, ça va être dans quel domaine? Si je parle de priorité, on ne peut pas parler de priorité parce qu'actuellement tout est prioritaire. Tout est prioritaire. Voilà, donc, il faut les hiérarchiser, ces priorités. Un schéma, selon notre programme, c'est d'abord installer une commission mixte qui sera composée de députés et de financiers qui vont étudier les projets de loi ensemble. Par la suite maintenant, bien vrai, tout est prioritaire, mais il y a de ces secteurs qui sont réellement dans le besoin actuellement. Donc, ce n'est pas à nous maintenant de décider c'est quel secteur qu'on doit prioriser plus que l'autre, mais ça sera autour d'une assise nationale qu'on va définir les actions qui sont plus prioritaires que les autres. Et M. Abdoul Salam Kaboré, vous avez en tout cas des propositions à faire par rapport aux réformes institutionnelles et juridiques que vous n'avez pas pu achever. Et vous allez également nous parler de l'aspect loi de finances. Sur quel aspect précisément vous voudrez mettre l'accent? Peut-être là où je pourrais compléter au niveau du secteur judiciaire, là, de faire en sorte qu'il y ait une certaine autonomie financière dans les différentes juridictions pour les permettre quand même de mener à bien leurs missions, à l'image de l'Assemblée nationale qui a son budget à part et puis bon, qui organise ses missions et ainsi de suite. Donc cela renforcera l'indépendance de la justice en tant que telle. Pour ce qui est de la loi des finances, c'est vrai que non, tout est prioritaire au Burkina Faso, mais il y a des priorités parmi les priorités. Le secteur sanitaire. Je pense que non, il faut revoir dans ce secteur-là le niveau même du budget. Aujourd'hui, la santé représente à peu près 13% du budget national. Vous comptez par exemple en fait aller à combien? On peut aller à 15-20%. J'ai l'impression quand je parcourais les différentes régions ou les différents villages,
j'ai assisté à des scènes macabres. Ça m'a tiqué. Je prends la zone de Sabou. Il y a une seule ambulance qui fait 100 km. Gao-Sabou. Ça dépasse 100 km. Pas de voie d'accès. Et je pense que l'ambulance, elle est tricycle. C'est des ambulances de fortune. Imagine une femme qui... Là-haut? Oui. C'est pas là-haut de Léo, là? Léo. Mais comment ça? Pourquoi il n'y a pas de voie d'accès? Une femme, c'est lamentable. Ah, ok. Voilà. C'est l'état de la voie. Voilà. Ah, ok, ok. C'est l'état de la voie. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de voie d'accès. quoi. Imaginez une femme qui est appelée à subir une intervention. Elle peut arriver à temps, comme elle peut succomber en cours de route. Donc, il faudra mettre l'accent sur le secteur sanitaire. Pour nous, nous proposons, dans un rayon de 10 km, qu'on puisse quand même avoir un centre de santé et ensuite avoir un centre de maternité. Pour réduire les distances, vous savez, la plupart des mortalités, là, souvent, c'est lié à la distance. Vous avez un problème gastrique, vous prenez votre paracétamol, vous dites que non, comme le centre le plus proche, c'est à 45 km, je préfère dormir et puis bon, le lendemain, allez voir. Et si vous mourrez la nuit? Ou bien faire l'automédication. Ça pose un problème. Ouais. Non, c'est le fait même que ça soit distant. C'est ça le problème. Donc, il faut réduire les distances pour permettre aux populations d'avoir accès à ces premiers soins. En dehors de la santé? En dehors de la santé, vous voyez l'éducation est en laisse. Je suis rentré dans une salle de classe à Ouagadougou ici, j'ai trouvé près de 120 élèves. Imaginez, nous avons eu la chance. À notre époque, on était 40-60. Ça veut dire que l'enseignant qui avait l'amour du travail, il pouvait consacrer 5 minutes pour chaque élève. Et en ce moment, tu es obligé d'assimiler 120 personnes dans une salle. Est-ce que ce dernier-là, il peut consacrer 5 minutes pour... Je pense que non, il va se résigner. Alors, Et je terminerai. Il faudra également, dans ce parallèle-là, réorienter notre système éducatif. C'est-à-dire inclure la notion du civisme, depuis même l'école primaire à partir du CE1. Aujourd'hui, ce qu'on constate dans la ville, ce n'est pas ça. Ça va faire l'objet d'une loi? Je pense pas, c'est pas nécessaire. Je pense que non, il faut insérer ça dans le curricula, voilà, pour permettre aux jeunes d'assimiler ça le plus tôt possible. Ok. Voilà. Deuxième élément, c'est faire en sorte que la formation professionnelle là, soit en adéquation avec le besoin en termes d'emploi. J'ai l'impression que le généraliste, quand il sort, il s'attend à ce que non, l'État ouvre les concours de la fonction publique. Et puis, alors que non, on pourrait inciter les jeunes à aller dans le sens de la formation professionnelle, se prendre en charge. Au Ghana, à partir de la 6e même, vous pouvez faire quelque chose de vos 10 doigts. Je pense que non, c'est un travail de fond que le gouvernement à venir doit s'atteler, ainsi de suite. Merci, monsieur terminer, Kaboré. Merci, monsieur Kaboré. Le temps presse. Okay. Et il faut bien que monsieur Sawadgo, de la CED, en tout cas, puisse dire un mot sur la loi de finances, oui, sur les priorités. La CED pense que d'abord, il faut mobiliser les ressources. C'est là qu'il y a le problème. Il y a trop de déperdition. Quand on vous dit que le budget, les recettes sont fixées par exemple à 1500 milliards, c'est-à-dire qu'en fait, si l'État a mis des structures bien en place, on va se rendre compte qu'on peut avoir plus de 2000 milliards. C'est à ce niveau qu'il y a des problèmes. Certains même estiment qu'on peut multiplier ça par 3, par 4. À cause de la fraude. Il y a de la fraude qui est là. Donc la mobilisation des ressources là. Ça ne va pas du tout. Ouais. Ça ne va pas du tout à cause de la fraude. Non, à ce niveau-là, il faut mettre des mécanismes sophistiqués pour que tout ce qui rentre dans les caisses de l'État. Il ne faut pas que l'argent rentre dans la caisse de quelqu'un, dans la poche de quelqu'un, je vous l'ai dit. Maintenant, à partir des ressources mobilisées, maintenant on peut planifier, bien planifier, et surtout les fonctionnaires. Il faut que ces gens-là, quand même, on revoie les salaires, parce que ça ne va pas du tout.
faut relire la loi 0. La loi 013. Voilà. Dans la sous-région, là, ben, nous sommes peut-être parmi les derniers. Des salaires très bas. C'est la clochardisation. Les gens sont là, ils n'arrivent pas à joindre le debout. Et vous voulez qu'ils aient un bon rendement. Vous ne pouvez pas avoir de bon rendement. L'enseignant qui a 120 élèves, qui est endetté, et vous voulez qu'il travaille bien. Et souvent, il abandonne même les élèves. Il abandonne pour aller se chercher ailleurs. Voilà. Oui, monsieur Bouddha, voilà. Sur le plan budgétaire, Alors, on va faire un tour de table rapidement parce que le temps qui nous est imparti n'est plus... Oui, mais je n'ai pas pu répondre. Oui, sur la loi de finances. C'est pour ça que je vous interpelle. Voilà, nous avons 3 priorités. C'est comme dans une équipe de football, on a 3 attaquants. Et si ces 3 attaquants sont efficaces, l'équipe gagne. Il y a des équipes qui jouent avec un seul attaquant. Ah oui, mais dans ce cas, bon, je vais dire que chez nous, notre équipe joue avec 3 attaquants. Okay. C'est moi l'entraîneur et je fais mon staff. Okay. Voilà. Et ces 3 attaquants sont l'autosuffisance alimentaire. Parce que quand ventre creux, même si tu pars à l'école, c'est nul. Et l'autosuffisance alimentaire, ça implique mécaniser nos agriculteurs. C'est-à-dire moderniser l'agriculture. Deuxième attaque. Deuxième attaque, c'est la santé. Si vous êtes malade, vous ne pouvez pas bien travailler. Faire en sorte que la santé ne soit plus un traumatisme pour nos populations. Troisième attaquant, c'est l'éducation. L'ignorance, c'est un crime contre l'humanité. Quand vous êtes un ignorant, je ne vais pas dire intellectuel, les gens parlent intellectuel, ça ne veut rien dire. Intellectuel ne veut pas dire intelligent. Yes. Donc, disons, l'ignorance, ça veut dire éduquons nos populations, même si c'est dans le bantari. On n'a pas besoin du français, de l'anglais. On a besoin même de nos langues nationales pour faire quitter nos populations de l'ignorance. Et si nous arrivons à peaufiner ces 3 éléments, je pense que le Burkina gagnerait. Avec ces 3 attaquants, on gagne à tous les coups. L'équipe gagne à tout match. Alors, rapidement, Boukari Kaboré Le Lion, qu'est-ce que vous attendez de cette campagne-là, en 2 mots et de ces élections? Nous sommes sortis pour les élections, c'est pour la formation politique. Nous avons préféré aller pour former les gens, leur faire savoir pourquoi ils votent. Parce que le peuple est souverain. Comme le peuple est souverain, il doit choisir un seul. Tout le monde ne peut pas être au pouvoir. Donc il faut choisir un élément. Ça, c'est le pourquoi des élections. Donc il faut faire des votes pour enlever cet élément-là. Le comment? Est-ce que si on doit choisir un, faut-il prendre un niard? Faut-il prendre un délinquant? Ou faut-il choisir un homme intègre? Alors là, j'espère qu'il ne faut pas manger le mouikolo avant de choisir. Il faut réfléchir sérieusement avant de choisir. Et quand, par exemple, on reçoit de l'argent, non, c'est l'éducation. Nous ne sommes pas là pour dire de nous voter. Si les gens réfléchissent pour voter, j'espère qu'on va sortir vraiment le Burkina de la merde. Alors, si jamais vous recevez 2000 pour voter, il faut savoir que si vous n'êtes pas un poulet, vous êtes une chèvre, parce que c'est un achat. Ça, c'est clair. Pour réfléchir et puis dire, le type, il parle, c'est qui? Il peut faire quoi? À partir de ce moment-là, on réfléchit. C'est pour ça que je parle de prise de conscience. Merci. C'est exactement ce que nous avons essayé de lancer à nous. Voilà, merci. Monsieur Séverin et Tapsoba, Voilà. Bon, qu'est-ce que vous attendez de ces élections? Ces élections, actuellement, prions à ce que les résultats soient acceptés de tous, de nos populations, que chacun essaie de mettre de l'eau dans son vin pour que le Burkina puisse continuer sur la voie démocratique. D'accord, merci. Amidou Savargo. Monsieur Savargo, très rapidement. Nous, on prie Dieu que les élections se passent bien et que les électeurs réfléchissent pas 2 fois avant de choisir. Il ne faut pas choisir quelqu'un parce qu'il t'a tendu un biais. Non, il faut choisir quelqu'un parce que son projet de société est celui-là qui va amener le pays dans la bonne direction. Abdul Salam Kaboré. Je dirais simplement que si vous prenez la définition d'un parti politique, la mission essentielle, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. Donc, pour nous, la Coalition pour la République, c'est un parti jeune voilà, qui a un plan pour la jeunesse, qui a un plan pour les femmes. À chaque échéance électorale, c'est les femmes, les jeunes qu'on utilise comme un bétail électoral. Et c'est le lieu aujourd'hui que nous, en tant que jeunes, qui avons lutté pour que ce qui s'est passé soit une réalité aujourd'hui. Donc je pense que la jeunesse doit ouvrir l'œil pour qu'au soir du 29, la QRP soit élue.
Oui, on va terminer par le COPAC. le COPAC. Ouais, Oui. le Conseil du Très peuple, rapidement, oui. Le Conseil du peuple pour l'action, COPAC, comme son nom l'indique, c'est un parti d'action. Donc nous profitons de votre podium pour faire cette promesse à notre peuple. Si nous avons des députés à l'Assemblée nationale, nos députés prendront en charge un enfant nécessiteux jusqu'à la fin du mandat du député. Ça, c'est pour donner la parole à l'acte, parce que nous sommes un parti d'action. Ok. Merci. Voilà, merci bien à M. Évariste Aimé Bouda du COPAC, le Conseil du peuple pour l'action. Merci à M. Boukari Kaboré Le Lion du Parti pour l'unité nationale et le développement, le PIND. Merci à M. Séverin Tapsoba de RFI PJB, le Rassemblement des forces indépendantes, Parti des jeunes du Burkina. Merci à M. Amidou Savadgo de la Convergence pour l'émergence et le développement. Et enfin à M. Abdoul Salam Kaboré de la Coalition pour la République, Parti progressiste, qui sont venus ce soir dans le cadre des émissions parrainées par le Conseil supérieur de la communication au cadre législative, partager avec nous leurs points de vue, les attentes, leurs préoccupations par rapport à la campagne des législatives qui se déroule actuellement et qui prend fin vendredi prochain. Merci à Ousseini Ilboudo de l'Observateur Palgaï qui est venu animer avec moi cette émission. Merci à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, d'être restés à notre compagnie tout au long de cette émission.